Je m'appelle Frédéric Duluth-Debruin, je suis étudiant au doctorat dans le laboratoire de Pierre Le Gagneux en codirection avec Audrey Durand. Puis je vais vous parler de répartition des espèces dans l'Arctique, puis de l'influence de la prédation sur la répartition des espèces. Et je ne surprendrai personne aujourd'hui si je parle du déclin de la biodiversité que la planète subit à grande échelle. En fait, le rythme de disparition des espèces qu'on connaît aujourd'hui est inégalé depuis 65 millions d'années. Toutes les régions du globe sont affectées, mais les écosystèmes nordiques sont particulièrement vulnérables. Ils sont exposés à des changements climatiques plus rapides que partout ailleurs sur la planète, puis à une intensification marquée des activités humaines et industrielles. Ces bouleversements-là s'accompagnent de réorganisations dans la répartition des espèces, aussi bien à large échelle qu'au niveau local. L'ajout de nouvelles espèces, la disparition d'une autre, ou les fluctuations dans l'abondance des populations qui sont déjà établies, peuvent déséquilibrer les interactions biologiques puis réorganiser les communautés. On insiste souvent sur l'importance d'anticiper les conséquences des changements climatiques sur le fonctionnement des écosystèmes nordiques, mais c'est impossible de faire ça si on n'a pas une connaissance approfondie du fonctionnement de ces écosystèmes-là. Pour qu'une espèce puisse s'établir dans un habitat donné, il faut que l'habitat lui soit accessible, donc sans barrière géographique majeure, puis qui rassemble les conditions abiotiques et biotiques dont l'espèce a besoin pour se maintenir. Quand on parle de conditions abiotiques, on peut penser à l'eau, la température, la disponibilité en nourriture. Puis l'espace géographique qui est à l'intersection de ces contraintes-là, donc qui remplit toutes les conditions, est un habitat qui est disponible pour l'espèce. Mais à ça, il faut ajouter l'influence des interactions biotiques, qui viennent à leur tour moduler la capacité d'une espèce à persister. On peut penser par exemple à la présence d'espèces compétitrices ou de prédateurs. Puis les interactions écologiques qui découlent de l'assemblage d'espèces ajoutent un filtre de plus qui module la répartition des espèces. L'importance de tenir compte des interactions écologiques dans la répartition des espèces est encore aujourd'hui débattue. Dans certains cas, leur influence apparaît négligeable, puis on est capable de prédire la répartition des espèces simplement à partir des facteurs abiotiques. Dans d'autres, elles jouent un rôle majeur et on ne peut pas les ignorer. Mais dans tous les cas, ce n'est pas évident de tenir compte des interactions écologiques parce que c'est plus difficile de modéliser la dynamique entre un prédateur et ses proies que de mesurer la température à un endroit donné. La prédation est un type d'interaction biologique qui est omniprésente au sein des écosystèmes. Puis elle occupe un rôle central dans leur fonctionnement. Dans sa forme la plus simple, la prédation se définit comme la consommation en tout ou en partie d'un organisme par un autre. Pour une population de proies, la conséquence de l'interaction est la mort des individus capturés par les prédateurs. Pour une population de prédateurs, la consommation des proies permet d'acquérir l'énergie nécessaire à la survie puis à la reproduction. À première vue, tenir compte de la prédation dans un modèle de répartition d'espèces pourrait sembler relativement simple. On pourrait se dire qu'on a un nombre de prédateurs, on a un nombre de proies. On a un certain nombre de proies qui sont mangées par les prédateurs, puis on peut se demander, est-ce que la population de proies peut persister si on lui enlève les individus consommés? Si oui, elle se maintient dans l'habitat, sinon, elle ne peut pas l'occuper. Mais la réalité est plus complexe que ça. Cette complexité-là vient du fait que l'arène dans laquelle les interactions se passent est loin d'être un ring de boxe aux conditions contrôlées, où le seul facteur d'importance est la quantité de proies et la quantité de prédateurs, mais représente plutôt un paysage hétérogène et dynamique. À l'intérieur de ce paysage-là, les individus de chaque espèce prennent des décisions, elles se déplacent, ce qui affecte leur probabilité de se rencontrer puis d'interagir. Cette dynamique-là induit une différence entre la densité totale de proies qui sont disponibles et la proportion qui est réellement accessible aux prédateurs, ce qui va modifier leur impact sur les proies. De manière générale, le processus de mouvement d'un animal est déterminé par l'interaction entre 4 composantes. Son état interne, qui représente dans le fond ses motivations physiologiques et psychologiques, ce qui détermine pourquoi l'animal se déplace. Son environnement externe, qui est l'ensemble des ressources biotiques et abiotiques de l'environnement. Sa capacité à se déplacer, donc toutes les contraintes biomécaniques qui modulent sa vitesse, sa distance de déplacement, les habitats qu'il peut utiliser. Et sa capacité de navigation. Donc ça comprend à la fois ses capacités sensorielles, dont il a besoin pour détecter les ressources qui sont cherchées ou évitées, et ses capacités cognitives qui lui permettent par exemple de se souvenir d'un habitat favorable ou de s'orienter dans l'espace à partir des endroits déjà visités. Puis dans un système prédateur-proie,
ben, les motivations internes des prédateurs et des proies entrent en conflit. Puis ça génère une course dans l'utilisation de l'espace où d'un côté, les prédateurs tentent de trouver leur proie, puis de l'autre, les proies tentent d'éviter leurs prédateurs. L'issue de cette course-là est modulée par l'environnement physique. C'est ultimement ça qui va déterminer le taux d'interaction entre les prédateurs et les proies. Par exemple, la présence de refuges dans l'habitat peut permettre aux proies de se soustraire au risque de prédation et devenir inaccessibles pour le prédateur. À l'inverse, des contraintes de disponibilité de certains habitats peuvent limiter la capacité des proies à contrôler leur exposition au risque, puis les forcer à occuper des habitats moins favorables. Par exemple, la neige ici qui ferait que le pluvier n'est pas capable de nicher à ce site-là et donc doit se déplacer. Donc, si on veut comprendre ce qui détermine la répartition des espèces puis évaluer le rôle des interactions écologiques dans cette répartition, il faut être capable de tenir compte des décisions que prennent les prédateurs en fonction de leur proie, des décisions que prennent les proies en fonction de leurs prédateurs, puis de l'influence de l'habitat physique sur ces décisions-là. Ce qui m'amène à parler de l'objectif de mon doctorat, qui vise à évaluer comment la prédation et l'environnement physique affectent la répartition de la biodiversité arctique au sein d'une communauté de vertébrés terrestres. Le projet s'insère dans l'axe 1 de Sentinelle-Nord qui cherche à comprendre l'impact des changements environnementaux sur les écosystèmes et les infrastructures nordiques, plus précisément au niveau de la modélisation des interactions trophiques au sein des écosystèmes terrestres. Les hypothèses principales sont que la structure du paysage module les interactions prédateurs-proies, puis ça génère de l'hétérogénéité spatiale dans le risque de prédation. Donc, certains sites vont être plus risqués que d'autres en raison de la structure physique du paysage. Puis ensuite, en considérant les contraintes qui sont imposées par certaines variables abiotiques comme la neige, le risque de prédation est le principal déterminant de la répartition des espèces proies dans le paysage. Le projet se passe à l'île Bylot, au Nunavut, où je bénéficie d'un suivi écosystémique sur plus de 25 ans. Dans le système d'études de Bylot, le renard est le principal prédateur terrestre. Il dépend principalement des lemmings pour s'alimenter et se reproduire, mais il va consommer les œufs d'oie des neiges en abondance quand ils sont disponibles, et de manière opportuniste, ceux de toutes les autres espèces qui nichent dans la toundra. Ce que je veux faire à travers mon doctorat, c'est de comprendre qu'est-ce qui module la répartition de cette trentaine d'espèces proies qui ont le renard comme prédateur commun. Pour faire ça, je vais devoir lier le risque de prédation à la position des nids dans la toundra. Mais l'aire d'étude de Bylot est vaste. Ce serait difficile d'avoir de l'information sur le risque de prédation à la grandeur du paysage. C'est pour ça que je vais m'appuyer sur une approche par modélisation pour être capable de reproduire le risque de prédation que posent les renards partout sur la plaine de Bylot. Mon projet est structuré en 5 chapitres. Je vais d'abord évaluer comment la neige, une contrainte physique majeure dans la toundra, influence la répartition des proies. Ensuite, à travers une collaboration interdisciplinaire avec ma co-directrice Audrey Durand du département d'informatique et Catherine Villeneuve, une étudiante à la maîtrise en informatique, je vais modéliser les mouvements du prédateur à partir des colliers GPS installés sur les renards de Bylot et évaluer l'influence de la mémoire spatiale sur ces déplacements. Ce modèle de mouvement-là va être la pierre d'assise d'un modèle de prédation centré sur l'individu, que je vais ensuite bâtir pour simuler la dynamique prédateur-proie à Bylot. Enfin, je vais utiliser le modèle de prédation pour évaluer l'influence du risque de prédation sur la répartition des espèces proies à l'échelle du paysage. Dans l'environnement hautement saisonnier qu'est l'Arctique, la couverture de neige représente une barrière physique à la nidification des oiseaux qui pourrait générer des compromis entre le choix d'un site de qualité, par exemple un site avec un faible risque de prédation, et l'initiation de la nidification, qui doit survenir suffisamment tôt pour permettre aux jeunes de se développer et de migrer vers le sud avant le retour des temps froids. Pour évaluer l'influence de la neige comme premier filtre de la répartition des espèces, je vais télécharger des cartes satellites disponibles pour la zone d'étude pour les mois de mai et de juin de 1985 à 2021. Je vais utiliser ces cartes-là pour modéliser la date de fonte de chaque site de nidification, puis je vais évaluer l'influence de cette date de fonte sur l'utilisation du site. Je m'attends à ce que les sites qui sont dégagés rapidement aient une plus grande probabilité d'être occupés que les sites dégagés plus tardivement. Le deuxième objectif vise à modéliser les mouvements du prédateur. Donc, chaque été, on pose des colliers GPS sur les renards qui permettent de suivre leur déplacement. À travers une étroite collaboration avec nos collègues en informatique, on va comparer une approche de modélisation plus classique en écologie, les fonctions de sélection de trajectoire, à une approche novatrice qui tire profit de l'apprentissage par renforcement, une branche de l'apprentissage automatique. À travers le chapitre 3, je compte aussi explorer l'influence de la mémoire spatiale des renards sur leurs décisions de mouvement.
Donc, est-ce que le renard se souvient des sites profitables qu'il a visités et retourne préférentiellement à ces sites-là? Une fois le modèle de mouvement en main, je vais bâtir un programme individu-centré qui va me permettre de simuler le déplacement d'agents informatiques dans le paysage, dans ce cas-ci des renards, en tenant compte de leur comportement de prédation à fine échelle. Le modèle tiendra par exemple compte de la probabilité de détection pour chaque espèce, de la probabilité d'attaque et de succès en cas d'attaque. Donc l'idée globale, c'est d'avoir des renards virtuels que je vais pouvoir placer dans un paysage de simulation, puis je vais pouvoir les faire se déplacer dans l'environnement pour modéliser le risque de prédation en tenant compte de la complexité des interactions écologiques. Je vais alors pouvoir répondre à l'objectif principal de mon projet en simulant le comportement de renards dans l'aire d'étude à Bilo. Donc à Bilo, on connaît l'emplacement de toutes les tanières de l'île, puis leur statut d'activité à chaque année. On a aussi de l'information sur les proies principales du renard, notamment la colonie d'oies puis les densités annuelles de l'émile. Ensuite, je vais recréer des scénarios pour lesquels on a des données sur la répartition des proies dans le paysage. Disons qu'une année, on avait une certaine densité de lemmings, une certaine densité d'oies, puis 30% des tanières étaient actives. Mais je vais placer des renards sur chacune de ces tanières-là, puis simuler le mouvement en fonction des lemmings puis des oies. Puis comme ça, je vais pouvoir répondre à l'objectif général de mon projet en évaluant comment la répartition de la trentaine d'autres espèces de proies dépend de ce risque de prédation-là ou pas. Je m'attends à ce qu'après avoir tenu compte des contraintes physiques imposées par la neige, le risque de prédation permette de prédire l'utilisation de l'espace par les proies. Donc, mon projet se positionne à l'interface de la biogéographie, de l'écologie des populations et de l'écologie comportementale pour tenter d'obtenir une vision intégrée de l'influence de la prédation sur la répartition des vertébrés au sein d'une communauté arctique. L'originalité du projet tient à ses contributions théoriques pour l'étude de la biodiversité et au développement de nouvelles méthodes comme l'application de l'apprentissage par renforcement à l'écologie du mouvement. Ces contributions-là vont être rendues possibles grâce à la collaboration avec nos collègues en informatique et à la connaissance approfondie du système d'études qui a été acquise au fil des ans à Bilo. Le projet devrait nous permettre d'avoir une meilleure connaissance des écosystèmes nordiques et de la répartition des espèces qui y habitent.